Internautes de ESAE Télévision, bonsoir. Heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, le candidat Romuald Wadaï poursuit sa tournée dans le Nord avec sa colistière Mariam Chabi Talata en misant sur la proximité et annonce plusieurs projets, notamment un centre hospitalier international et une grande ferme agricole. Au Mali, l'assassinat d'Amadou Babi, responsable des jeunes de Tonkan, dans la région de Tombouctou, suscite émotion et indignation. Les regards se tournent vers le GINIM, accusé d'être derrière cette attaque. En sport, les Amazones U17 du Bénin intensifient leur préparation à Lomé avant leur double confrontation face au Burkina Faso dans les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes. Le candidat à la présidentielle Romuald Wadaï a lancé sa campagne dans les départements du Nord depuis le 27 mars 2026. Accompagné de sa colistière Mariam Chabi Talata, il a effectué plusieurs étapes, notamment à Kandi, Panikwara, Segbanan, Pembereken, Niki et Parakou. À chaque escale, le duo a été accueilli par une forte mobilisation populaire marquée par la présence des jeunes, des femmes, des sages et des acteurs du monde rural. Romuald Wadaï a mis l'accent sur une campagne de proximité basée sur l'écoute des préoccupations des populations. Le candidat a présenté plusieurs projets liés à la modernisation des infrastructures, à la mécanisation agricole, au développement du tourisme, à l'accès aux technologies et à la création d'emplois. À Parakou, il a notamment annoncé la construction d'un centre hospitalier international et d'une grande ferme agricole. La tournée se poursuit dans d'autres localités du Nord, notamment à Kouandé, Tangueta et Natitengu, dans l'objectif de renforcer le contact direct avec les populations avant le scrutin du 12 avril 2026. À l'université de Parakou ce mardi, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée avec engagement et créativité. Le club CEDEAO a réuni étudiants, autorités et acteurs engagés autour d'activités mêlant réflexion, distinction et expression artistique pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre et promouvoir le leadership féminin. Retour sur les temps forts de cette journée avec Mouidine Lawani, Elvi Kongbetao et Oino Papana. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le club CEDEAO de l'Université de Parakou a marqué l'événement ce mardi à travers une série d'activités mêlant réflexion et expression culturelle. Au cœur de cette initiative, une conférence axée sur les violences basées sur le genre et le leadership féminin dans la perspective de la vision 2050 de la CEDEAO. Des communications riches ont permis de mieux cerner les mécanismes de ces violences tout en mettant en lumière des pistes de solutions pour y faire face efficacement. Les violences existent et nous devons tout faire pour que ces violences n'existent plus. C'est à cet effet que nous avons jugé important, malgré la difficulté qu'il y avait, de pouvoir trouver un programme fixe, de trouver quand même ce créneau pour pouvoir célébrer la femme. Autre temps fort de la rencontre, la distinction de femmes d'impact, modèle d'engagement et de résilience au sein de la communauté universitaire. Nous sommes très heureuses, très contentes parce qu'on se dit oui, on se gêne, on se bat, mais quelque part on nous le reconnaît. Mais ceci nous interpelle également, nous interpelle et nous incite à mieux faire. Présent à cette activité, le représentant du représentant résident de la CEDEAO a salué une initiative en parfaite cohérence avec les priorités de l'institution sous-régionale. Il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont encouragées. La création du club de guerre CEDEAO de l'université est une manière pour la CEDEAO d'accompagner les jeunes de façon globale et également d'encourager l'insertion des femmes. Et vous voyez qu'au sein du club, il y a plusieurs femmes également qui interviennent. Et nous avons également des programmes, que ce soit le programme de volontariat de la CEDEAO, que ce soit le programme d'immersion
professionnelle des jeunes diplômés et qui permet donc aux jeunes et aux femmes aussi de pouvoir, après l'université, faire une expérience au niveau régional. En soirée, place à une dimension plus artistique avec un spectacle engagé. Théâtre, slam et procès simulés autour du harcèlement étaient à l'honneur. Une approche originale pour sensibiliser autrement et susciter une prise de conscience collective. À travers cette célébration, le club CEDEAO de l'Université de Parakou réaffirme son engagement à promouvoir l'égalité des genres et à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Une journée de mobilisation, mais surtout un appel fort à l'action pour bâtir une société plus juste et inclusive. Maladie cardiovasculaire encore méconnue du grand public, l'insuffisance mitrale touche pourtant de nombreuses personnes, parfois sans qu'elles ne s'en rendent compte. Elle se caractérise par un dysfonctionnement de la valve mitrale, essentiel au bon fonctionnement du cœur. Quels sont les signes qui doivent alerter? Peut-on vivre avec sans le savoir? Quel traitement existe aujourd'hui? Pour mieux comprendre cette pathologie et sensibiliser la population à l'importance du dépistage, nous avons rencontré le docteur Sergio Sedjamé, spécialiste en cardiologie. Il est au micro de Edwin Kangweto. L'insuffisance mitrale, c'est une maladie cardiaque, plus précisément une maladie affectant la valve mitrale. Et cette affection est caractérisée par un reflux anormal de sang allant d'une cavité qu'on appelle le ventricule gauche vers une cavité qu'on appelle l'oreillette droite. Et ce reflux anormal de sang se produit pendant la contraction du ventricule. Alors, la valve mitrale, c'est comme un clapet anti-reflux. Il faut imaginer que c'est comme une porte qui sépare deux pièces d'un appartement. Et quand on fait référence au cœur, cette porte sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche. Et donc, le rôle de cette valve, c'est de s'ouvrir pour laisser passer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, puis se fermer de manière hermétique pendant que le ventricule gauche se contracte. Et donc, quand cette porte se ferme, elle empêche le reflux de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Que se passe-t-il quand une personne souffre de l'insuffisance mitrale? Dans cette situation, la valve mitrale, qui devrait normalement se fermer et empêcher le reflux de sang, ne se ferme plus correctement. Et donc, au cours de la contraction du ventricule gauche, pendant que une partie du sang est en train d'être envoyée dans tout l'organisme, il y a une partie qui reflue du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et lorsque ce processus perdure dans le temps, il y a ce qu'on appelle la surcharge de l'oreillette gauche qui se produit avec une dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Et finalement, le cœur finit par être fatigué et ne fonctionne plus correctement. Les signes d'alerte qui peuvent orienter vers une insuffisance mitrale, ce sont l'essoufflement, ce sont les battements cardiaques irréguliers, ça peut être une fatigue inhabituelle, ça peut être également des gonflements au niveau des pieds, des jambes, voire des cuisses. Et ça peut être finalement aussi une toux, surtout quand la toux est à prédominance nocturne. L'essoufflement dont j'ai parlé tantôt, c'est un essoufflement qui initialement apparaît pour des efforts, mais quand elle évolue, elle peut apparaître finalement au repos. Et ça limite fortement les activités du patient. Il existe des moyens de prévention de l'insuffisance mitrale. Quels sont-ils ces moyens? Il faut traiter rapidement les infections orobuccales, ce qu'on appelle les angines. Les angines à répétition, il faut les traiter très rapidement et de façon efficace. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut surveiller régulièrement sa tension artérielle. Il faut éviter la toxicomanie, éviter l'abus d'alcool, éviter le tabagisme. Il faut avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique. Donc ce sont là quelques moyens de prévention de l'insuffisance mitrale.
Le Bénin est en deuil après le décès de Benoît Ilassa, ancien ambassadeur du Bénin auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'est éteint le samedi 28 mars 2026. Diplomate de carrière, Benoît Ilassa a longtemps représenté le Bénin à Paris avant la fin de sa mission en 2018. Il était reconnu pour son engagement au service de l'État et sa connaissance des questions diplomatiques. Au-delà de ses fonctions officielles, il était également connu pour ses analyses sur la vie politique nationale. Blogueur et chroniqueur engagé, il commentait régulièrement l'actualité béninoise avec un regard critique. Sa disparition laisse un vide dans le paysage diplomatique et politique béninois. Paix à son âme. Hors de nos frontières, précisément au Mali, l'insécurité continue de faire des victimes dans la région de Tombouctou. Amadou Babi, surnommé Mako, responsable de l'organisation des jeunes de la commune de Tonka, a été assassiné vendredi soir par des hommes armés circulant à moto. Selon plusieurs sources locales, les assaillants appartiendraient au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JINIM, qui accuse cette organisation de collaborer avec l'armée malienne. Le jeune agriculteur, engagé dans le développement de sa commune, a été abattu devant sa boutique en pleine rue. Son assassinat suscite tristesse, colère et indignation au sein de la population et sur les réseaux sociaux. La conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, tenue à Yaoundé au Cameroun, s'est achevée sans accord après 4 jours de discussion. Les 166 pays membres n'ont pas réussi à s'entendre sur plusieurs dossiers majeurs, notamment le commerce électronique et la réforme du système de décision de l'OMC. Les divergences ont été particulièrement marquées entre les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Le principal point de blocage concerne le moratoire sur les droits de douane appliqués aux échanges numériques. Les États-Unis souhaitent prolonger cet accord pour plusieurs années, mais certains pays en développement, dont le Brésil et l'Inde, estiment qu'il les prive de recettes importantes. Autre sujet sensible, la réforme du fonctionnement de l'OMC. Actuellement, chaque État membre peut bloquer seule une décision. Malgré l'absence de compromis, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, affirme qu'un accord reste possible dans les prochains mois. Les discussions, autant pour moi, doivent reprendre en mai à Genève. Sport pour boucler cette édition, les Amazones U17 du Bénin poursuivent activement leur préparation à Lomé en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Depuis leur arrivée mercredi, les joueuses ont déjà enchaîné 5 séances d'entraînement intensives sous la conduite de la sélectionneur Ida Azonso. Le travail porte notamment sur la cohésion du groupe, l'animation offensive ainsi que les aspects physiques et tactiques. L'encadrement technique entend mettre en place une équipe compétitive pour affronter le Burkina Faso lors de la double confrontation prévue du 10 au 19 avril 2026. Le stage se déroule dans de bonnes conditions et dans une ambiance jugée positive par le staff. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.